Bonjour à toutes et à tous. Pour faire suite à notre dossier sur la biodiversité, aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de la surpêche et de façon plus générale de la baisse de nos ressources halieutiques, c'est-à-dire liées à la pêche. Nous allons parler aussi des petits pêcheurs qui sont peut-être eux aussi en voie d'extinction. Et puis nous allons parler de nous autres consommateurs pour savoir comment nous pouvons changer nos façons de consommer du poisson. En tout cas, il va falloir faire quelque chose parce que les mailles du filet se resserrent. Générique. Alors, pour explorer nos océans aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Nouvian. Bonjour. Bonjour. À l'origine, vous êtes journaliste et vous avez créé en 2004 l'association Bloom. C'est une association qui milite pour protéger les écosystèmes marins et en particulier les grands fonds et sensibiliser le public aussi, ça c'est important de le dire. Alors peut-être que tout le monde vous connaît plus depuis 2013, je crois, où vous aviez lancé une grande pétition pour lutter contre la pêche industrielle dans les grands fonds. C'est une campagne qui avait été soutenue par une bande dessinée absolument géniale de Pénélope Bagieux, c'est ça, Ouais. et qui avait fait le tour du net à l'époque. Alors cette pétition, à ce jour, a quasiment 1 million, je crois, de signataires. Non, on est à 900 000, enfin quasiment 900 000, parce que le premier jour où on a mis en ligne et que Pénélope Bagieux a mis sa BD géniale en ligne, on a perdu 100 000 clics parce que notre serveur a sauté. Mais on n'était pas habitué à une charge pareille. Donc malheureusement, on devrait être à 1 million, mais en fait, on est à peu près à 900 000. D'accord, en tout cas, c'est énorme. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui les résultats de cette pétition ? Ah oui, il s'est passé en fait des tas de choses. D'abord, la flotte profonde la plus importante en France, c'était celle d'Intermarché. Et Intermarché, juste après la pétition, a dit d'accord, on va arrêter au moins le chalutage au-delà de 800 mètres de profondeur, ce qui était déjà génial. Ouais. Cette profondeur a été celle qui a été retenue pour les négociations au niveau européen pour interdire le chalutage au-delà de 800 mètres. Et depuis, Intermarché a même annoncé qu'ils allaient plus loin encore. C'est-à-dire que d'ici 2025, ils ont besoin un peu de temps pour ajuster. C'est quand même des grosses logiques industrielles. Ouais. Mais d'ici 2025, ils arrêteraient toute la pêche profonde, y compris la vente des espèces profondes. Donc on n'aura plus de poissons profonds dans les supermarchés d'Intermarché et de toute la marque des mousquetaires. C'est une grande nouvelle, ça. C'est une énorme nouvelle, ça prouve que en fait, les logiques industrielles, quand il y a un peu de volonté, c'est ça, et de prendre au sérieux sa responsabilité sociale, sa responsabilité environnementale, on peut faire un changement de cap au paquebot. C'est long, évidemment, ils ne le font pas en une nuit, c'est impossible, mais on peut changer le cap et aller sur la voie d'un développement durable. Il faut que ça veuille signifier quelque chose, ça peut signifier quelque chose. Parce qu'il faut signaler quand même qu'Intermarché possède la plus grande flotte française de chalutiers pour la pêche en eau profonde. Oui, et aussi c'est la plus grande flotte de pêche fraîche en France, parce qu'il y a aussi des pêches qui font du poisson surgelé, Ouais. mais en pêche fraîche, c'est la plus forte et la plus importante flotte française. Donc c'était vraiment très important qu'une logique industrielle puisse montrer qu'elle est capable d'aller dans la bonne direction et d'écouter la demande citoyenne. Donc moi, je dis merci aux 900 000 Français qui ont signé la pétition, parce que vous voyez qu'ensemble, on arrive à des résultats formidables. Tout ça, vous pensez que là, c'est un grand groupe qui recule, qui a peur d'un seul coup de l'opinion, c'est ça? Mais je pense qu'il y a une question aussi d'être au contact de l'opinion. Oui. Il n'y a pas seulement la peur, c'est-à-dire que bien sûr, il y a eu des logiques à l'intérieur, ça a coûté cher à Intermarché pendant un temps, parce que l'opinion publique était vraiment vent debout contre la marque. Et en même temps, ils ont envoyé le signal qu'ils entendaient la demande citoyenne, et qu'en effet, si la science dit que c'est pas une bonne idée d'aller pêcher des poissons qui se portent globalement assez mal, qui sont très souvent menacés d'extinction, et que ça détruit des coraux millénaires, etc. Il y a une demande citoyenne, ils sont capables de l'entendre, donc ça prouve qu'en fait, une marque est capable d'aller au-delà de ce que la législation, ce que la réglementation peut faire. Et c'est ça que je trouve très important. Et pourtant, ils avaient dû investir beaucoup. Et oui, ils vont réinvestir beaucoup pour faire ce changement de cap. Ouais, ça va leur coûter cher, c'est clair. Combien? Ils ont annoncé qu'ils allaient investir 50 millions d'euros pour changer leur flotte de pêche, pour se désengager de la pêche en eau profonde, parce que c'était leur spécialité. Ça leur coûte cher, c'est clair. Cette vision, elle doit être évidemment accompagnée des moyens. Donc là, ils mettent les moyens, c'est pas du vent. Didier Gascuel, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes un spécialiste des écosystèmes marins et de l'impact de la pêche sur ces écosystèmes. Vous êtes aussi président de l'Association française d'halieutiques.
c'est une association qui réunit beaucoup de scientifiques. Oui, c'est une petite association qui réunit une grande partie des chercheurs qui s'occupent de pêche aujourd'hui en France. Alors à Ifremer, mais aussi à l'IRSTEA, à l'IRD, voilà, dans les universités. Donc les gens qui s'occupent de pêche, voilà, un certain nombre d'entre eux sont à cette association. Et vous enseignez à Rennes. Et j'enseigne à Rennes les principes de la bonne gestion des pêches. D'accord. Quel est votre avis à vous alors sur la pêche en eau profonde et sur cette annonce? Alors, la pêche en eau profonde, il faut le savoir, c'est une activité relativement récente. Elle s'est développée au début des années 90, quand on s'est aperçu qu'on avait déjà beaucoup surpêché sur le plateau continental, donc plus proche de la côte, des ressources qui sont moins profondes, et notamment, on avait beaucoup surpêché le lieu noir. Et à ce moment-là, les flottilles industrielles, notamment les flottilles industrielles bretonnes, étaient en difficulté économique, et elles ont décidé d'aller plus loin sur le talus continental, jusqu'à des profondeurs de, effectivement, 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres. Elles ont fait, dans les premières années, énormément de dégâts. Personne ne le conteste aujourd'hui. Il y a certaines espèces, l'empereur par exemple, au bout de quelques années, a été déclarée comme une espèce menacée et interdite à la pêche. En même temps, il faut bien se rendre compte qu'elles arrivaient sur une ressource qui était complètement vierge, donc qui était abondante. Donc les premières années, il y a eu des grosses captures. Et puis, très rapidement, les stocks ont diminué, les captures ont diminué, la rentabilité a diminué. Il faut dire aussi que des mesures de gestion assez sérieuses ont été prises. On a mis en place des quotas, on a mis en place des zones d'interdiction, et puis il y a eu les campagnes médiatiques menées par un certain nombre d'ONG. Donc tous ces facteurs, les uns derrière les autres, ont amené une régression très forte de la pêche en eau profonde. On est actuellement, aujourd'hui, à des niveaux de pression de pêche qui sont devenus finalement très faibles. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles. C'est des endroits où on a très peu de moyens d'aller faire de la recherche. Envoyer des navires océanographiques là-bas coûterait très cher. Donc, avoir la sagesse d'arrêter, c'est plutôt une bonne idée. D'accord, très bien. On va y revenir dans cette émission sur la pêche en eau profonde. Anaïs, on va aussi donner la parole aux internautes. Et oui Fred, les internautes ont posé leurs questions sur notre site internet l'espritsorcier.org ainsi que sur Facebook et sur Twitter, #EspritSorcier. Et alors pour commencer le débat, donc on a une question d'un internaute, Charles, qui nous raconte: j'observe de moins en moins de poissons quand je plonge en Méditerranée dans des profondeurs allant de 0 à 15 mètres. Est-ce que c'est moi qui hallucine ou est-ce un fait ? Et si c'est un fait, est-ce que cela s'explique par un taux de mortalité accru ou est-ce que les poissons s'éloignent simplement des côtes ? Et est-ce dû à la surpêche ou au bruit des moteurs ? Ah, oh là, c'est une vaste question. Peut-être qu'il plonge dans la mer morte. Non, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse ? Oui, alors la Méditerranée est l'un des endroits les pires. Il n'y a pratiquement pas de gestion des pêches en Méditerranée et l'état des stocks est épouvantable. On estime actuellement plus de 90% des stocks de la Méditerranée sont surexploités. Il y a des niveaux de surexploitation qui sont pour certains absolument incroyables. Il y a des espèces de merlus où on prélève actuellement 10 fois ce qu'il faudrait pêcher pour une pêche durable. Et à la limite, n'importe où ailleurs dans le monde, ces stocks-là auraient depuis longtemps disparu, ou en tout cas seraient descendus à des niveaux de biomasse tellement faibles que ce sont les pêcheurs qui auraient disparu. Ces stocks ne survivent que pour une raison très simple, c'est qu'il y a en Méditerranée des canyons profonds où les pêcheurs ne peuvent pas aller, et où il y a là des petits bouts de stocks résiduels où ils se reproduisent encore. Voilà, où ils se reproduisent et où ils alimentent encore les stocks. Mais je dirais, dès que les poissons sortent de leur canyon, ils sont immédiatement pêchés et les stocks se portent extraordinairement mal. Il n'y a pas de quota de pêche, il n'y a pas de limitation. Voilà, il y a très peu de mesures de réglementation en Méditerranée et la situation est catastrophique. Moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir une définition de la surpêche. La surpêche, c'est une situation dans laquelle on arrive à des niveaux de biomasse qui peuvent être parfaitement des niveaux de biomasse équilibrés. Le stock se maintient à ces niveaux de biomasse-là, mais qui sont des niveaux de biomasse tellement faibles que la capture est faible. Voilà. Donc la surpêche, c'est une situation dans laquelle, si on mettait moins de bateaux, ou si les bateaux acceptaient de ne sortir que moins de jours dans l'année, un jour sur deux, eh bien finalement, au bout du compte, ils captureraient plus. C'est cette situation absolument absurde où il faudrait travailler moins pour pêcher plus. C'est ça la surpêche. C'est d'abord une situation qui, pour le pêcheur, est manifestement une absurdité. C'est un système économique qui ne tient pas debout. Mais comment on l'évalue sur telle ou telle espèce ? Comment on sait que celle-ci est surpêchée, pas l'autre ? Alors, on l'évalue très bien par ce qu'on appelle dans notre jargon un taux d'exploitation. Le taux d'exploitation, c'est assez simple. Finalement, c'est le pourcentage de biomasse que vous pêchez chaque année. Il faut savoir qu'en Europe, à la fin des années 90, on était monté à des niveaux de taux d'exploitation extrêmement importants. On pêchait chaque année en moyenne de l'ordre
de 45 à 50% de la biomasse présente dans l'eau. Voilà. Chaque année, vous prélevez 40 à 50% de la biomasse présente dans l'eau. Lorsque vous faites ça, le niveau de biomasse auquel les stocks s'équilibrent est un niveau très très faible et les captures sont très faibles. Les captures en Europe, il faut le savoir, ont été divisées largement par 2 en valeur totale du fait de la surpêche par rapport aux années 70. On sait à l'inverse que pour avoir des niveaux de pêche durables, eh bien, la valeur moyenne à laquelle on devrait être est autour de 20-25% chaque année. En valeur moyenne, certains stocks nettement moins, certains stocks peuvent se permettre un petit peu plus. Prélever 25%. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. D'accord. En moyenne, chaque année, si vous prélevez 25%, le stock est capable de régénérer ces 25% chaque année. Et c'est là que vous aurez la capture la plus forte de manière durable. Ok, Anaïs. oui, donc on a compris comment on détermine qu'une espèce est surpêchée, mais pas mal d'internautes se demandent si d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. Aurélien, par exemple, nous dit « Le réchauffement climatique et la pollution des eaux a-t-il un impact sévère sur la quantité de phytoplancton dans les océans qui constitue la base de la chaîne alimentaire aquatique et marine ?» Bah oui, c'est une question qu'on peut se poser, oui. Oui, tout à fait. Et alors, puisqu'on parlait de la Méditerranée, c'est bien que la question soit posée. En Méditerranée, on sait qu'il y a des impacts extrêmement forts, notamment du changement de la composition du phytoplancton, justement, et du zooplancton, qui est l'aliment de base d'un certain nombre de poissons, la sardine, etc., en Méditerranée. Et ces stocks-là ont énormément diminué. Cela, ce n'est pas tellement la surpêche qui est en cause, même apparemment, ce n'est pas la surpêche qui est en cause, c'est effectivement une modification de la composition du zooplancton. On n'a plus les mêmes espèces, avec plus la même valeur énergétique, et on soupçonne très fortement, la preuve n'en est pas démontrée aujourd'hui, mais on soupçonne très fortement que c'est lié effectivement au réchauffement climatique. D'une manière générale, on commence à avoir des effets extrêmement sensibles du changement climatique, et on s'attend à ce qu'ils soient de plus en plus importants dans les années à venir. Mais on arrive à évaluer quand même la proportion de ce que représente la surpêche par rapport au réchauffement climatique, etc. C'est pas contestable, il y a vraiment de la surpêche. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'il faut le faire stock par stock pour certains stocks. La sardine, par exemple, de Méditerranée, le problème majeur aujourd'hui n'est pas tant la surpêche que les problèmes climatiques. Mais si vous prenez d'autres espèces en Europe, on sait parfaitement que la surpêche est le facteur principal, oui. D'accord. Alors, on va revenir, je vous le disais tout à l'heure, à la pêche en eau profonde, mais de façon plus générale, la pêche, comment on l'appelle, plus proche des côtes, celle qui est sur les plateaux continentaux, c'est ça? Oui, c'est là qu'il y a le plus de poissons, en fait. Oui, oui, bien sûr, c'est là que se fait l'essentiel des captures. À l'échelle mondiale, plus de 80, voire 90% des captures se font sur le plateau continental. Hein. Alors, soit des espèces qui sont sur le fond, qui sont pêchées là aussi au chalut, hein, Ouais. c'est pas le chalut en eau profonde, mais c'est du chalut, soit des espèces qui éventuellement sont plus en surface. Alors, on les connaît bien en général parce qu'on les voit c'est celles qu'on consomme le plus. Chez nous, en Europe, on les connaît bien, on les évalue bien. Il y a maintenant des travaux scientifiques qui sont menés tous les ans. Tous les ans, on refait un diagnostic sur l'état de chacun des stocks. Et alors, on a bien compris qu'il y avait des zones que vous étudiez en fonction des différentes zones, mais est-ce qu'on peut parler en termes d'espèces? Quelles sont les espèces les plus menacées? Non, alors justement, on peut assez difficilement parler en nom d'espèces. Je vais reprendre l'exemple de la morue, puisque c'est un cas. La morue, dans l'histoire, était l'un des principaux poissons pêchés, voilà, notamment à Terre-Neuve. Si vous prenez la situation des stocks de morue en Europe, un certain nombre de stocks se portent très mal. C'est le cas, par exemple, de la morue en mer du Nord, encore plus de la morue en mer Celtique, de la morue dans la zone de Ouest-Écosse. Ces stocks-là sont hors de ce qu'on appelle les limites biologiques. Les pressions de pêche sont trop fortes, les niveaux de biomasse sont trop faibles. Ces stocks se portent mal. Des mesures ont été prises, les pressions de pêche ont diminué, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. À l'inverse, le stock de morue de la mer de Barents, c'est-à-dire tout au nord de la Norvège, tout là-bas en haut, se porte lui extrêmement bien. Il y a des niveaux de biomasse qu'on n'avait pas connus depuis qu'on enregistre les statistiques de pêche, supérieurs à ce qu'ils étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et probablement pour 2 raisons. D'abord, celui-là bénéficie du réchauffement climatique. Ces morues tout au nord, voilà, aiment bien que du coup les eaux soient un petit peu plus chaudes. Et d'autre part, ces stocks ont certainement été mieux gérés. Ils ont été gérés principalement par la Norvège. Hein. Après, je pense que la Norvège, moi j'y vois surtout, oui, les effets d'une volonté très nette de la Norvège de ne pas intégrer l'Union européenne en raison de la politique commune de la pêche. Hein. Donc on a pour la pêche l'équivalent de ce qu'on a pour l'agriculture, on a la politique agricole commune, et on a pour la pêche la même chose. Et ça a été dévastateur en fait. Ça a vraiment posé des problèmes de gestion et des problèmes de gouvernance de la pêche. Et les Norvégiens préfèrent rester en dehors de ces règles. Les Norvégiens et les Islandais disent non merci l'Europe, hein, puisque c'est vraiment une source de revenus qui est très très importante. Bon, la Norvège a évidemment le pétrole aussi, mais les poissons c'est trop important pour eux. Donc ils ont dit on vous laisse faire votre bidouille, votre bouillie européenne, et nous on va rester en dehors de ça. Et ils ont, de fait, je crois qu'ils ont bien fait. Mais ils se promènent quand même dans les mêmes eaux, non?
Eux, ils ont accès, donc leurs eaux territoriales, la mer de Barents, ils la gèrent, c'est chez eux, donc Oui, personne, il n'y a pas d'ingérence possible. D'accord, donc ils peuvent y faire absolument ce qu'ils veulent. Ouais. D'accord. Comment va le thon rouge? On en a beaucoup parlé. Oui, alors le thon rouge de Méditerranée a été une espèce très très médiatisée qui s'est à un moment donné très mal portée. Il y a eu beaucoup de surpêche sur ce stock-là et je dirais il y a eu beaucoup d'années pendant lesquelles les scientifiques soulignaient la surpêche, réclamaient que des mesures soient prises et fort peu de mesures étaient prises. Il y avait même un braconnage extrêmement important. On sait que les captures étaient très supérieures à ce qui était déclaré. Donc ce stock-là a connu une période de faible biomasse, de très faible biomasse. Et puis, des mesures assez radicales ont été prises. Mais aussi grâce à la pression de l'opinion, peut-être. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui, je pense que là, les campagnes de WWF et Greenpeace ont été essentielles. Voilà, alors, les campagnes des ONG ont incontestablement joué un rôle. À l'époque, les ONG disaient le thon rouge est une espèce menacée de disparition, et les scientifiques ont marqué une certaine distance vis-à-vis de ça, en disant, attendez, vous exagérez un peu, vous faites un peu de catastrophisme, le thon rouge n'est pas menacé de disparition. Donc voilà, je me rappelle avoir signé un communiqué de presse dans lequel on disait le thon rouge n'est pas le tigre du Bengale. C'était une façon de dire, ça ne se présente pas de la même façon. Et on savait qu'une faible biomasse, même très faible, pouvait permettre, à condition que des mesures soient prises, au stock de rebondir et de repartir. Mais il fallait prendre des mesures. Donc les ONG ont fait du catastrophisme et finalement, les scientifiques sont bien obligés d'admettre que c'est grâce à ce catastrophisme que enfin des mesures ont été prises, parce que nous réclamions dans le désert que des mesures soient prises, et tant que quelques scientifiques le font dans leur coin, eh bien il faut bien reconnaître qu'aucune mesure n'a été prise. Le jour où effectivement l'opinion publique s'en est mêlée, des mesures ont été prises, et les ONG d'une certaine manière n'ont pas sauvé le thon rouge puisqu'il n'était pas vraiment menacé de disparaître, mais elles ont incontestablement sauvé la pêche au thon rouge. Si Alors je vais aller au bout, elles ont incontestablement permis de sauver la pêche au thon rouge puisque le stock est reparti, ces biomasses ont réaugmenté, les quotas de pêche ont réaugmenté, probablement un peu plus vite, un peu plus fort que les scientifiques ne l'auraient souhaité, mais incontestablement le stock se porte mieux aujourd'hui. Complément? Alors, complément. Donc le thon rouge, c'était aussi un problème politique. C'est-à-dire qu'on avait des avis scientifiques qui disaient par exemple que les captures devaient être fixées à 15 000 tonnes par an. Les politiques fixaient le quota à 30 000. Merci de votre avis, on va faire le double de ce que vous nous recommandez. Et ensuite, la pêche, c'était le double de l'avis politique. C'est-à-dire qu'on a 15 000 tonnes recommandées par les scientifiques, on a 30 000 tonnes fixées par les politiques et on a 60 000 tonnes capturées dans la réalité de terrain. Et donc, les ONG ont dit, à ce rythme-là, on va dans le mur, le stock va dans le mur, c'est inévitable. Et pour en revenir à cette histoire de catastrophisme, parce que vous connaissez Jean-Pierre Dupuy, le philosophe qui a fait ce qu'il appelle le catastrophisme éclairé. Et donc Jean-Pierre Dupuy, il dit en fait, c'est tout le rôle ingrat d'un prophète de malheur. Parce qu'un prophète de malheur, il va vous dire, si on continue comme ça, on va dans le mur. Et donc, si on l'écoute et qu'on prend au sérieux sa parole, eh bien, on va éviter d'aller dans le mur. Donc, on va prendre cette menace au sérieux et on fait ce qu'il faut pour éviter d'aller dans le mur. Mais si on ne va pas dans le mur, on dit « c'était un prophète de malheur ». Et donc, il faudrait quoi? Il faudrait attendre que la catastrophe se réalise pour pouvoir dire que ce n'était pas... Non, c'était du catastrophisme éclairé. C'est-à-dire que les ONG appelaient à une prise de décision politique majeure et très forte pour éviter justement d'aller dans le mur. D'accord. Vous voyez? Ok, et donc aujourd'hui, on en est revenu où sur le thon rouge? Notamment, on en parlait aussi en Méditerranée. Oui, il y a beaucoup de pêche en Méditerranée. Oui, c'est le thon rouge de Méditerranée. C'est lui qui était vraiment essentiellement là. Mais les biomasses sont remontées et les scientifiques ont dit on pourrait commencer à réaugmenter un peu les quotas de pêche. Mais il pouvait encore être pêché ou plus du tout? Oui, il pouvait encore être pêché. Les quotas étaient descendus pour le coup à 7000 tonnes, je crois, si je me rappelle bien. D'accord. Donc des mesures extrêmement... Voilà, on était passé de 60 000 tonnes de capture réelle à 7 000 tonnes. Donc il y a des mesures très très fortes qui ont été prises. On a subventionné la destruction d'un certain nombre de tonniers seineurs que d'ailleurs l'Europe avait subventionné, avait subventionné la construction quelques années avant. Donc on a diminué énormément la flotte de pêche. On a mis en place des moyens très forts de surveillance aérienne des navires. Voilà, des mesures ont été prises. Il y a aussi un élément dont qu'on peut rajouter à ça, c'est il faut bien reconnaître que le thon rouge a aussi bénéficié du conflit en Libye, où il y avait beaucoup
beaucoup de captures qui étaient faites et où d'accord. la guerre crée On de évitait d'y facto aller. une Ouais, zone où il évidemment. n'y a plus de pêche. Mais bon, le principal sont bien les mesures qui ont été prises, très très fortes. Mais qui, pour le qui moment, ont il y a permis, toujours contrôle sur le thon rouge. donc il y a on- toujours contrôle. Alors, c'est n'augmente pas. ce que je vous disais, les scientifiques ont dit on peut réaugmenter un peu. Ah ouais. Ils ont peut-être commis l'erreur de ne pas donner de chiffres dans ce on augmente un peu. Et Mais est-ce que c'est indispensable finalement d'augmenter pour qui, pourquoi? Il y a les peut-être lobbies autre sont chose. arrivés et on dit un peu, ça sera 20% par an, chacune des 3 années qui viennent. Alors les scientifiques ont dit, oula, ça fait un peu plus qu'un peu. Anaïs. Alors, on a parlé des thons, des pêcheurs, des chercheurs, et là, dans le public, on a une question de consommateurs concernant le thon rouge. Oui, bonjour. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des quotas concernant le thon rouge, alors aujourd'hui, donc, est-ce qu'on peut à nouveau consommer du thon rouge sans culpabiliser par rapport à tout ce qui a été dit, si on a envie d'en manger ou d'en acheter? Alors, Moi j'ai un point Claire. de vue sur la consommation, j'ai un point de vue qui de toute façon est toujours assez le même et c'est le point de vue de Bloom en général, c'est de dire est-ce qu'on peut déjà commencer par repenser notre consommation de protéines animales. Je pense qu'on a juste un problème de consommation de protéines animales. Globalement, on voit qu'au niveau mondial, une consommation durable de poisson, ce sera environ 10 kilos par personne par an. Et en France, on est déjà à 34 environ kilos de poisson par an par personne, enfin produits de la mer. Et donc, il faut commencer par réduire notre consommation de protéines de façon à pouvoir mieux partager la ressource. Et donc, si le thon rouge, alors évidemment, j'ai une préférence, c'est vrai, pour les pêches humaines, avec un impact écologique moindre, plutôt que les grosses pêches industrielles. Donc je préférerais me dire, tiens, je vais aller manger du poisson, si c'est du thon rouge de pêche artisanale, c'est vrai que ça me ferait plus plaisir en tant que citoyenne, et le faire de façon comme une fête. Et cette protéine d'excellente qualité, c'est quand même incroyablement riche, beau, bon, le poisson sauvage, ça devrait être consommé comme une denrée rare, comme un repas de fête. Et dans ce cas, oui, je pense que si c'est rare, ça peut être consommé... et puis il faut rappeler quand même que la pêche, c'est un problème de sécurité alimentaire mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans le monde, en Asie, dans les pays du Sud aussi, où on a besoin de poissons. Nous, on en consomme énormément et la répartition n'est pas très juste là-dessus. Oui, alors effectivement, les chiffres que donnait Claire Nubian sont globalement justes. Chacun des terriens a droit aujourd'hui à 11 kilos de poissons de pêche par personne et Qu'est-ce par que an. vous appelez en fonction des réserves En fonction de ce qu'on pêche, et on sait en gros que la quantité qu'on pêche à l'échelle mondiale ne pourra pas être augmentée. Voilà. Donc chaque terrien a le droit Donc quand on dit les ressources de la planète sont limitées, le secteur des pêches est un endroit où on connaît ça particulièrement. Nous avons passé déjà le pic des captures, nous savons quel est le maximum et nous savons que chacun des terriens a droit en gros à 11 kilos. Sur ces 11 kilos, il faut savoir qu'actuellement on en utilise 3 pour faire de la farine de poisson, pour faire de l'élevage de poissons, pour faire de l'aquaculture. Donc on n'a plus droit que à 8. Et effectivement, actuellement, un Européen en mange 35 kilos, mais dont presque une dizaine d'aquaculture. Donc on en mange au niveau de la pêche 25 kilos, 3 fois ce à quoi on a droit. qu'est-ce qui reste aux ce autres qui veut dire qu'on prend d'une certaine manière du poisson d'autres. Des pays dans lesquels, notamment certains pays dans lesquels c'est peut-être beaucoup plus important, effectivement pour la sécurité alimentaire, pour l'apport de protéines. Il y a actuellement 1 milliard d'êtres humains sur la planète dont plus de 50% des protéines viennent des produits de la mer. Donc pour ces gens-là, c'est très, très important de pouvoir Ou continuer. du moins, il leur reste peut-être pas les meilleurs poissons. Alors il leur reste peut-être pas les meilleurs poissons. Et puis il y a aussi toujours un problème, c'est que cette politique commune de la pêche, ce qu'elle a fait, c'est qu'en Europe, on a quand même subventionné massivement la construction d'une énorme flotte de pêche industrielle, depuis même bien avant la politique commune de la pêche d'ailleurs, parce que chaque nation avait déjà cette politique de subventionner le secteur. Et du coup, on s'est retrouvé avec un outil technologiquement archi-performant et en surnombre. On a trop de bateaux qui pêchent trop bien. Voilà, c'est ça notre problème en Europe. Du coup, on a bien tout pêché ce qu'il y avait autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait maintenant? La politique de l'Union européenne, maintenant, c'est de subventionner pour pouvoir envoyer ailleurs notre surcapacité de pêche. On a trop de bateaux, qu'à cela ne tienne, on les envoie sur les côtes poissonneuses de l'Afrique, dans l'océan Indien. Donc aujourd'hui, on sous-paye des accords de pêche avec des pays tiers qui sont en général évidemment en développement, qui eux ont besoin de la richesse de fait, de l'argent, et qui ont besoin de leurs ressources pour cette question justement des ressources de la sécurité alimentaire. Donc ils vendent à vil prix leurs ressources
à des nations, pas seulement l'Europe évidemment, aussi la Chine, la Corée, le Japon ou la Russie. Il donne accès à vil prix en fait aux flottes de pêche qui sont en surnombre. Donc on va taper dans le stock des autres quelque part. Donc si ça pose des problèmes justement qui sont au-delà de la sécurité alimentaire. On parle de quoi? On parle de problèmes éthiques. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut avec nos bateaux trop nombreux, trop efficaces, qui vont attraper à peu près tout ce qu'il y a dans l'eau, parce que les poissons n'ont plus le début d'une chance de s'en sortir, hein. Est-ce que c'est éthique et est-ce que ça pose pas justement à terme des problèmes de stabilité politique? Enfin, on voit bien qu'en Somalie, il y a un certain nombre de pirates qui ont dit, en effet, on était des pêcheurs, on est devenus exsangues parce qu'on n'avait plus... Nos poissons ont été volés par des flottes de pêche industrielles occidentales, et donc ils sont retournés, ils sont devenus pirates. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est peut-être pas la seule raison, mais enfin non, bon. c'est pas la seule raison, mais elle y participe absolument. C'est tracé, Oui, on a absolument l'évidence sociologique. En fait, on amène des populations littorales à l'épuisement, mais l'épuisement économique, social, ils n'ont plus de débouchés. Donc ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Alors concernant la loi et le droit, on a reçu une question de John qui nous dit « Comment le droit va-t-il encadrer cette nouvelle donne dans les années à venir tout en prenant en compte le réchauffement climatique et tout en gardant le volet commercial à travers l'Organisation mondiale du commerce ?» Alors la nouvelle donne, c'est la surpêche en fait. Bah, c'est ça, oui. Ah ben ça, c'est un gros sujet depuis quelques temps. Évidemment, ça fait l'objet de négociations, déjà au niveau onusien. Vous savez, on a une convention internationale sur le droit de la mer depuis 1982, qui est entrée en vigueur en 1994, mais qui n'a pas été ratifiée par les États-Unis, et qui pose un peu les principes larges de ce que doit être une exploitation et un partage durable des ressources, des richesses, de tout ce qui est en eau internationale, c'est-à-dire au-delà de la juridiction des 200 000 nautiques de chaque État. Et là, on est en négociation pour ce qui pourrait devenir un traité de protection de la biodiversité en haute mer. Un traité international. Un traité international, 190 pays qui négocient, je vais vous dire que c'est quand même pas une mince affaire. Pour nous, en tant qu'ONG, en tant que Bloom, on fait partie d'une coalition d'ONG internationales. L'enjeu majeur, c'est d'appliquer ce qui existe déjà. C'est ce que je disais il y a une minute, mais en fait, on a déjà des textes. Par exemple, on a un accord sur les stocks chevauchants, c'est les stocks de poissons chevauchants et migratoires. Depuis 1995, c'est un texte onusien qui dit tout ce qu'il faut pour avoir une pêche durable. Et en fait, il n'est pas appliqué. Mais en fait, on se retrouve dans ce problème de ce qu'on appelle en anglais soft law, c'est le droit mou. Le droit mou. En fait, la gouvernance internationale, pour les Anglais, c'est du droit mou. Et on est dans cet endroit où on ne peut pas forcément immédiatement forcer un pays à appliquer ce qu'il a bien voulu dire, en fait, sur la scène internationale. On a un tribunal international du droit de la mer, c'est très fort, mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas poursuivre une nation. C'est une nation qui doit poursuivre une autre nation. Mais quand le tribunal donne sa sentence, il n'y a même pas d'appel possible, donc c'est très fort. Mais vous imaginez la complication diplomatique. Avant qu'une nation poursuive une autre en lui disant « toi, t'as pas fait bien », mais il regarde ce qu'il a fait lui, en général, c'est pas génial non plus. Donc c'est le gentleman's agreement où personne ne bouge trop. Et la tendance, elle est quand même à des règles de gestion qui se mettent progressivement en place. Trop lentement, voilà, ça n'évite pas la surexploitation d'un certain nombre de grands stocks, mais la plupart des grands stocks de haute mer ont maintenant des diagnostics, des avis scientifiques. Voilà. On a des diagnostics, on a des règles, je ne sais pas si elles sont bien appliquées ou pas. On parlait au niveau international, on parle déjà au niveau européen. Les quotas européens, ça sert à quelque chose ou pas? C'est utile ou pas? Alors les quotas européens sont extrêmement utiles. Je vais reprendre les chiffres de tout à l'heure. Je vous disais à la fin des années, oui, globalement ils sont respectés. Oui, globalement ils sont respectés. À peu près comme le code de la route. D'accord? Oui, pourquoi nos stocks diminuent? Alors, à peu près comme vous respectez le code de la route, ou comme chacun de ceux qui nous écoutent respecte le code de la route. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui dépassent de 5, de 10%, etc. Personne n'imaginerait de dire que le code de la route ne sert à rien. Heureusement qu'il est là. Donc, il y a quelques chauffards. Non, mais le code de la route, on est d'accord. Je vous parle des quotas. Il y a quelques chauffards. En matière de quotas, il y a des gens qui probablement dépassent un petit peu, mais globalement, ces quotas... Est-ce que l'Europe a les moyens de contrôler? Je vais vous donner un seul chiffre. Nous étions, il y a encore une quinzaine d'années, à ce taux de prélèvement de l'ordre de 45 à 50% de la biomasse qui était tous les ans pêchée. Nous sommes désormais descendus à un chiffre qui est plutôt de 25 à 30%. On a quasiment divisé par 2
la pression de pêche. On a divisé par 2 la pression de pêche. Il ne faut pas dire qu'aucune mesure de gestion n'a été prise. Et on l'a fait grâce à une politique des quotas qui est devenue de plus en plus restrictive. Qui contrôle les quotas ? Pendant longtemps, il y a des agences européennes qui contrôlent les contrôleurs qui nationalement contrôlent les quotas. On lit partout qu'on manque de contrôleurs, qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Non, ça c'est pas vrai en Europe. Non, ça c'est absolument pas vrai en Europe. Tout pêcheur doit à tout instant avoir enregistré sur ce qu'on appelle le logbook électronique, donc à bord, la quantité exacte de poissons qu'il a dans ses cales. Et je vous garantis que quand des contrôleurs européens montent à bord et qu'il y a plus dans les cales que ce qui est enregistré sur le logbook, ça peut coûter aux pêcheurs très cher. Donc globalement en Europe, les quotas de pêche sont respectés. Globalement, ils ont été extrêmement efficaces. Ils ont divisé par 2 la pression de pêche. On est encore trop. Écoutez, c'est épouvantable pour les pêcheurs quand même, parce que Mais d'un côté, bien sûr. ils ont de moins en moins de ressources, et puis d'un autre côté, on leur impose des Bien quotas, sûr. comment ils peuvent vivre. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut quelque part reconnaître aussi aux pêcheurs ces efforts qu'ils ont faits depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. D'abord, on a cassé du navire. On a cassé énormément de navires. C'est ce qu'on appelle les plans de sortie de flotte. Donc on a diminué de manière très forte les flottilles de pêche. Bateaux et on a laissé Non, quand même. oui, mais alors, ça c'est non, factuel. mais- Il non, y a mais une on peut estimation discuter. européenne qui montre que justement Oui, les bateaux qui ont cru en fait sont quand même ceux qui ont une Donc- capacité énorme. En gros, Non, mais- on a construit des plus grosses unités avec moins de pêcheurs à bord qui sont capables d'attraper plus de poissons. C'est ce que vous On a disiez choisi tout à la l'heure. machine contre l'homme quand même. Maintenant, il y a mais plus de... mais au détriment de la petite pêche. hein. Juste un moment. Donc vous dites, les quotas, ça fonctionne, c'est indispensable quand Je même. dis que c'est indispensable, ça fonctionne. Alors, je vais Alors, ça vous dire. fonctionne Non, mais ou ça si, fonctionne pas ça fonctionne tant qu'il y a la décision politique de fixer les quotas conformément aux avis scientifiques. C'est ça. D'accord Donc, il est très clair qu'il y a une quinzaine d'années, tous les ans, le ministre rentrait du Conseil des pêches, du Conseil européen des pêches, en disant « J'ai obtenu une grande victoire, les scientifiques proposaient 1000 tonnes, j'ai réussi à avoir 2000 tonnes. » Et tant qu'on faisait ça, c'était effectivement une catastrophe. Parce que, à court continue terme, quand même. alors, les choses se sont beaucoup améliorées et les avis scientifiques ont été progressivement de plus en plus suivis. Donc, entre 1999 et 2010, la pression de pêche a été divisée par 2. Malheureusement, il faut bien reconnaître que ces dernières années, alors que l'amélioration devrait continuer, eh bien, on s'est arrêté. Voire même, il y a des endroits où on a commencé à régresser. Et pourquoi on a commencé à régresser ? Parce que, eh bien, je pense, parce que la volonté politique n'est plus là. C'est-à-dire que les stocks commencent à remonter. Hein, il faut savoir que les biomasses Donc ont on se augmenté de relâche. 30 à 40%, donc on se relâche. On dit, D'accord. eh bien, il y a de nouveau du poisson, on peut de nouveau y aller. Et si on y va de nouveau, eh bien, on va marcher en arrière, revenir à cette situation qui était la situation généralisée de surexploitation. Donc, on n'a pas achevé la reconstitution des stocks. Pour vous dire les choses, Quand les choses vont mieux, voilà, on se relâche. On était à un indice de 100 en termes de quantité de poissons dans l'eau. On est monté aujourd'hui à un indice de 140. C'est pas mal, ça prouve que les efforts ont payé. On peut dire aux pêcheurs, vous avez fait des efforts, ils ont payé. L'objectif qu'on vise, Ils sont pas payés. on sait que si on a une bonne gestion durable, on devrait atteindre 200, 220. Or, aujourd'hui, on stagne à 140, voire on est peut-être de nouveau reparti dans l'autre sens. Donc, c'est toute la question de la volonté politique pour appliquer les mesures. D'accord. On devait avoir une représentante du métier des pêcheurs, mais elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. C'est bien dommage, mais j'aimerais qu'on en parle quand même des pêcheurs. Alors peut-être pas des grandes flottes, hein, on en reparlera, mais du pêcheur moyen. Comment il se porte aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'ils se portent pas si mal en fait, les pêcheurs. Ah ouais. Ouais, je pense qu'ils Alors, vivent globalement assez alors, bien. Après, je pense qu'il y a des gros conflits entre. Mais ça veut dire petites- quoi ? Il se porte pas si mal. Mais je pense qu'ils Non, vivent mais- assez bien. En fait, ils ont un revenu qui est quand même assez élevé par rapport aux Français moyens, je pense. Hein. Je confirme, j'étais dans un débat la semaine dernière avec le secrétaire général du comité des pêches de Bretagne. Et il a avancé un chiffre qui est de dire aujourd'hui les pêcheurs bretons gagnent en moyenne 6 000 € par mois. Donc voilà, alors voilà, ça nous a paru tous très élevé. Peut-être qu'il y a une volonté d'attirer des jeunes dans le métier, mais enfin, globalement, On parle de la pêche artisanale là ? on parle de la pêche globalement, essentiellement artisanale, d'un chiffre moyen de la pêche. La situation est plutôt bonne en ce moment pour plusieurs raisons. La première, c'est que les stocks ont commencé un peu à remonter. D'accord. Donc effectivement, il y a un petit peu plus de poissons qu'il y a quelques années. Dans le même temps, ils ont remonté précisément parce qu'on a diminué le nombre de pêcheurs. Donc,
Ben, ceux qui sont partis, ça va pas bien pour eux, mais ceux qui sont restés, ils ont une plus grosse part du gâteau. Donc, globalement, pour eux, ça va pas mal. Et puis, il y a deux autres éléments, c'est que d'une part, les prix sont relativement élevés, ils augmentent tous les ans, et cette année, le gasoil est très 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 peu cher, or, il représente une part essentielle du chiffre, enfin, il mange une grande partie du chiffre d'affaires. Donc, tant mieux, voilà. ça va un peu mieux. Donc, en ce moment, ça va pas mal, ça va pas mal, mais vous voyez, le journal Le Marin, qui est le journal du milieu, il disait il y a quelques semaines, 2015 a été une très bonne année. Quand vous regardez les chiffres, en réalité, la capture avait un peu diminué en volume, mais comme les prix ont augmenté, elle avait un peu augmenté en valeur. Je voudrais qu'on passe à la pêche en eau profonde. On en a déjà parlé en début d'émission. Déjà qu'on la redéfinisse un peu. Alors là, on est très très loin, au-delà des plateaux continentaux, c'est ça? Et à quelle profondeur on va pêcher? Alors, donc, historiquement, en effet, de toute façon, c'est très simple. Ça a vraiment commencé en 1989. On voit les premiers débarquements de langue bleue. Un poisson qu'on connaît maintenant sur les étals depuis peu de temps. Et à partir de 1992, on commence à pêcher des empereurs et la pêche s'arrête très rapidement parce que l'empereur, qui était le poisson un peu emblématique des espèces profondes, il vit jusqu'à 150, 160 ans, il a été très vite décimé par les flottes de pêche. Donc là, on va pêcher jusqu'à quelle profondeur? Et alors, à l'époque de l'empereur, on pêchait jusqu'à 2000 mètres. Parce que l'empereur, ce gros poisson orange, il vit vraiment très profond. Mais depuis que le stock, évidemment, se porte très mal et que les captures sont interdites radicalement depuis 2010, on voit qu'on a remonté les filets en gros 1600, 1500 mètres pour attraper ce qu'on appelle le grenadier de roche et le sabre noir. Et alors le problème, c'est qu'en effet, il y a tout un tas d'espèces qui sont attrapées par ces grands filets qui ne sont pas sélectifs, ils sont tractés. Donc il y a un problème pour les espèces qui sont attrapées sans être volontairement ciblées. Si on veut se résumer, en fait, on cherche combien d'espèces? 3, 4, 5? Pour 3 espèces commerciales qui représentent 90% des captures françaises, on attrape une centaine d'espèces sur l'année. Et les autres, on les remonte dans le chalut? Alors, on les remonte. Il y en a quelques-unes qu'on a réussi à maintenant valoriser sur les marchés, mais globalement, on les rejette par-dessus bord parce qu'elles ne sont même pas comestibles pour une partie d'entre elles. Et le problème, c'est qu'une autre partie d'entre elles, par exemple les requins profonds, on avait trouvé, vous savez que le foie des requins a du squalène et que le squalène, ça devient une substance qu'on utilise dans les produits cosmétiques, dans les crèmes de beauté. Ça devient du squalane. Et le squalane, en fait, ça fait partie aussi, finalement, les requins, on les a pas mal recherchés. Et quand on attrapait des requins à travers ces grands filets de pêche profonde, on les gardait soigneusement à bord. Parce que leur foie, en fait, valait beaucoup d'argent. Et donc, ces espèces de requins, qui sont évidemment se reproduisent très tardivement, sont déjà des poissons qui sont pas du tout comme la plupart des poissons. Ils ont très peu de petits, ils ont des portées très très limitées, etc. Mais alors, ça a été la bérésina. C'est-à-dire qu'on a rarement vu des espèces sauvages être réduites aussi radicalement. Je crois que même les tigres en Inde, à l'époque des colons britanniques, n'ont pas été décimés à cette vitesse-là. En quelques années, les requins profonds ont été menacés d'extinction. Il y a quelque chose d'important à préciser pour la pêche en eau profonde, c'est que ce sont des espèces très vulnérables, plus vulnérables que les autres. Et pour quelles raisons? Il fait froid dans leur milieu, il n'y a pas de lumière, ils se reproduisent très tardivement. Voilà, c'est ça. Donc ils ont une vie très longue. Ils ont une vie très longue, ils ont ce qu'on appelle un recrutement. On ne connaît pas très bien leurs caractéristiques biologiques, donc on ne sait pas à quelle vitesse et avec quel succès ils se reproduisent. Tardivement en tout cas. Et très tardivement, vraiment ça peut être 17, 20 ans pour certaines espèces. Il y a des espèces qui arrivent à maturité sexuelle à 20 ans, vous imaginez, nous donc les humains, c'est ils n'ont pas le temps de se reproduire. Globalement, ce sont des écosystèmes où il y a des flux d'énergie extrêmement faibles. Voilà. Donc tous les fonctionnements sont plus lents. Mais il y a une autre raison qu'on pourrait rajouter, c'est aussi des écosystèmes qui sont par nature mal connus. On n'aura jamais l'argent pour aller faire toutes les études qu'on peut faire sur le plateau continental. Donc voilà, c'est à la fois des espèces fragiles et puis il y a un espèce de facteur d'incertitude, de risque qui est très important sur ces ressources-là. Mais à ce sujet-là, on a reçu une question de Jean-Baptiste qui nous demande: on voit dans les campagnes de sensibilisation le problème de la destruction du paysage des eaux profondes, mais est-ce que le vrai problème ne provient pas du fait que les espèces pêchées en haut fond se renouvellent moins que ceux de surface? Donc est-ce que c'est plutôt la destruction du paysage ou est-ce que c'est plutôt les espèces qui ne se renouvellent pas? Eh bien, en fait, on a les deux problèmes. On a un problème sur les poissons qu'on cible et on les pêche pas de façon durable. Et il y a un problème d'impact sur les environnements. Et c'est bien ça, en effet, la différence. Il faut toujours scinder, en fait, le problème de la gestion d'un stock, un stock de poissons ou plusieurs stocks de poissons, et l'impact sur les habitats marins. Et donc, la pêche profonde pose ces deux problèmes simultanés. En fait, 3 problèmes. Les espèces ciblées se portent mal, les espèces qui ne sont pas ciblées se portent très très mal, et les habitats marins sont détruits. Donc, en gros, c'est 3 fois une mauvaise idée. Et en plus, c'est subventionné par nos impôts. Donc, en fait, c'est 4 fois une mauvaise idée. D'accord. Alors, on disait tout à l'heure que la France
se retire en grande partie avec le retrait de la flotte d'Intermarché. Mais de façon générale, la France, elle pesait beaucoup dans la pêche en eau profonde au niveau mondial. Au niveau européen, c'est énorme. Le rang de la France au niveau mondial sur la pêche profonde de façon historique, c'est le 7e rang. On est le 7e plus gros pêcheur profond au niveau mondial. Bon, on le sera plus. Ah ben non, là du coup, on va vraiment, avec Intermarché, cette décision, c'est clair qu'on va sortir des rangs. Mais il va en rester dans le monde. Il va en rester. Alors nous, notre gros problème, c'est l'Espagne. L'Espagne a une espèce l'armada espagnole, c'est devenu une armada de pêche, c'est plus une armada de guerre, c'est devenu une armada de pêche industrielle. Et l'Espagne continue des ravages, notamment en eau internationale. Et c'est pour ça que la France doit vraiment bien mener sa négociation au niveau européen pour s'assurer que les efforts qui sont consentis par les pêcheurs au niveau global, il faut qu'ils s'appliquent à tout le monde, sinon ça crée un terrain. C'est une affaire européenne, là. Mais c'est une affaire européenne. Et donc on veut que la France ait une position très forte au niveau de l'Europe. Une dernière question sur la pêche en eau profonde. Alors, concernant la pêche en eau profonde, on a encore une question de consommateur dans le public. C'est Guillaume qui voulait poser une question à ce sujet-là. Oui, bonjour. Vous dites tout à l'heure que donc, la pêche va s'arrêter en fait, au-delà de 800 mètres par la flotte Intermarché. Donc concrètement, pour le consommateur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les poissons qui vont être pêchés, normalement, vont être plus chers parce qu'il y en aura moins globalement. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on ne pourra plus manger? Et vous disiez que ça va coûter cher à Intermarché, c'était à peu près 50 millions. Et ces 50 millions, c'est pourquoi? Il va y avoir plus de poissons d'élevage, par exemple? Enfin, c'est consacré à quoi? Aucune, évidemment, conséquence pour le consommateur, parce que ces espèces-là ne représentaient rien sur les étals. Ouais. C'est important pour eux en tant que flotte, mais ce n'est pas important pour nous en tant que citoyens. Puisque ça ne représente rien sur les étals. Et alors, c'était rentable peut-être au niveau du supermarché, mais pas au niveau de la flotte. La flotte en tant qu'elle-même... Sauf qu'elle a été subventionnée. Eh bien oui, mais toutes les flottes de France sont subventionnées, de toute façon. Donc ce qui les intéressait, ce n'était pas... la marge, elle se faisait au niveau du supermarché, c'est clair. Ah, d'accord. D'accord, ça fonctionnait pour un groupe comme Intermarché qui à la fois pêche et commercialise. Et voilà, exactement. Et c'est pour ça que cette pêche était globalement pas une bonne idée. Et du coup, non, alors l'investissement qu'ils vont faire, c'est pour diversifier et pour pouvoir justement offrir aux Français des poissons qui sont issus de pêches qui sont durables. Ils vont développer des partenariats. Ils ont déjà commencé à nouer des partenariats avec les pêcheurs artisans qui veulent avoir des débouchés un peu sécurisés. Donc, ils ne les rachètent pas en leur disant « ça y est, vous nous appartenez », mais ils font des deals où vraiment ils disent « ok, si vous voulez que nous, on puisse intégrer le produit de votre pêche artisanale, vous aurez un débouché commercial ». Et donc ça, c'est un peu de la pêche, enfin, c'est un modèle de pêche qui peut être vraiment intelligent. Très bien. Alors là, eh bien, on va aborder... Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la pêche subventionnée, pour attirer votre attention sur le fait que l'agriculture aussi est subventionnée. Oui. Et qu'en réalité, il faut se méfier de ce discours-là. Moi, je prétends que si on veut maintenir une pêche artisanale en France, il faut faire le raisonnement, non pas à l'échelle de l'entreprise, mais le raisonnement économique à l'échelle d'un territoire. Et le raisonnement à l'échelle d'un territoire peut faire que vous avez intérêt, oui, à un moment donné, à subventionner une petite pêche artisanale, parce qu'elle est facteur de vie du territoire, parce qu'il y a derrière de la transformation, de la commercialisation, tout un tissu économique qui se crée. Donc attention à cette notion de... Subventionner pour permettre le développement, mais là on parlait de subventions qui ont permis la construction d'énormes bateaux. Le raisonnement économique, il doit être fait au niveau d'une filière qui intègre y compris la transformation, la valorisation, la commercialisation, etc. Et ça change un peu la donne. Alors après, je ne dis pas... Ça ne veut pas dire subvention nocive. Ça veut dire, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a de l'argent public qui est mis dans un secteur. Moi, par exemple, en tant que citoyenne, je suis très contente qu'on subventionne la presse parce que j'aimerais pas du tout avoir une logique à la Murdoch où on se retrouve avec un organe de presse qui dit que des conneries du style Fox News ou je sais pas quoi, et que voilà, c'est ça la logique économique. Enfin, encore qu'on subventionne les gros plus que les petits. Sans doute, ça sans doute. Mais au moins, on a une diversité de points de vue, de regards, et ça, je trouve que ça a un intérêt pour l'équilibre de la démocratie. Il y a des segments de pêche sur lesquels je suis tout à fait d'accord pour les subventions. Attendez, moi, la subvention, dans le principe, pourquoi pas, mais les subventions néfastes, c'est-à-dire que la plupart des subventions au niveau mondial, elles ont quand même été évaluées, et en masse, ce sont encore des subventions qui alimentent un effort de pêche, la surpêche. Et donc, tant qu'on est dans l'effort de pêche qui continue à croître, les pêcheurs vivent moins bien, etc. Donc, à un moment donné, les subventions peuvent être intelligentes, ça dépend de leur fléchage. Mais elles ne sont pas du tout transparentes. Mais pas du tout. Nous, on se bat contre l'État pour avoir au moins les données. Dites-nous combien vous donnez, à qui, à quoi, pourquoi. Personne ne dit rien, personne. C'est la chasse gardée, c'est pire que le secret défense. D'accord. Bon, on aborde les solutions possible. Il y a pas mal de questions là-dessus. Alors, si à la fois on veut préserver les stocks, non seulement de poissons, mais aussi de nos amis pêcheurs, parce que c'est important, et qu'on fasse en sorte que le système fonctionne bien,
qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes favorable au développement de la pêche artisanale et durable, c'est ça? Pêche artisanale, en fait, c'est ce que les chercheurs, donc il y a un chercheur qui s'appelle Daniel Pauly qui disait c'est le meilleur espoir pour de la pêche durable. Ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut dire que c'est le meilleur espoir. C'est-à-dire que là, on peut avoir beaucoup plus d'emplois par kilo de poisson pêché. Le poisson est de meilleure qualité parce qu'il a un circuit qui est plus court, la protéine est de meilleure qualité, la méthode de pêche qui est plus douce, ça évite que le poisson Mais c'est quoi soit comme méthode de pêche, par exemple? Mais par exemple, tous les métiers de hameçon, de ligne, les casiers sont des méthodes de pêche qui sont sélectives, qui sont douces. Le poisson est en super bonne condition. Quand on n'a pas le poisson qu'on cherche, on peut le remettre à l'eau, il est encore vivant. Donc en gros, on peut faire du win-win. On peut avoir des pêcheurs qui pêchent bien, qui vivent bien, qui nous attrapent un poisson de bonne qualité, et tout ça dans une filière qui est assez courte. Et donc ça, c'est clairement... Après, on ne peut pas avoir que de la pêche artisanale. On ne peut pas aller dans l'ouest de l'Écosse avec un bateau de 15 c'est ce que mètres. j'allais dire. C'est carrément dangereux. Donc la pêche industrielle, pour nous, elle doit être confinée à des eaux sans qu'il y ait aucun conflit possible d'accès à la ressource, parce que sinon les pêcheurs artisans se trouvent en compétition avec des bateaux industriels. Didier Gasquel, votre point de vue là-dessus, c'est quoi? À l'inverse, il faut savoir que la majorité de la pêche artisanale aujourd'hui est encore une pêche au chalut. Donc moi je ne crois pas que toutes les vertus soient du côté de la pêche artisanale et tous les inconvénients du côté de la pêche industrielle. Il n'y a pas les bons et les méchants. Voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Donc moi je suis effectivement pour une gestion des pêches qui soit une gestion par flottille, c'est-à-dire par type d'engin, par flottille, par espèce ciblée. Faisons le bilan. Faisons le bilan du point de vue des impacts écologiques, des impacts sur les ressources exploitées, mais des impacts sur les écosystèmes, et faisons le bilan sur les effets économiques, sur les aspects sociaux, etc. Donc prenons en compte tous ces éléments-là, et on s'apercevra que certains segments de flottille, parfois des segments industriels, ont tout à fait leur place, et qu'à l'inverse, certains segments, parfois des segments de pêche artisanale, des fois méritent d'évoluer. On ne va pas forcément couper la tête. L'un et l'autre. Mais voilà. Faut pas en exclure un ou... Voilà, mais bien sûr, sur certaines zones, oui. Sur certaines zones, le bar de Allez, ligne. voilà, on termine avec un exemple. Oui, le bar de ligne, c'est donc quand un bar est pêché par un pêcheur à la ligne, c'est nickel chrome. Il y a entre 400 et 500 ligneurs de bar en France, ils pêchent vraiment bien. C'est un peu l'exemple de la pêche vertueuse. Et à côté de ça, il y a une trentaine de chalutiers pélagiques qui, en un seul coup de filet, vont attraper un nombre absolument insensé de bars, et ça représente des centaines d'emplois ce qu'ils peuvent attraper. Donc là, avoir un conflit entre des métiers, entre un navire de pêche industrielle qui peut tout rafler, alors qu'on peut avoir des centaines d'emplois sur la même ressource, ça n'a aucun sens. Donc multiplier les pêcheurs à la ligne, en fait, sur les bateaux. Évidemment. D'accord, pour qu'il y en ait autant, parce que si le bar devient au prix du caviar, ça va être un problème. Le bar pêché aux pêcheurs, il vaut pas cher. Hein. Non. Non, c'est quand il y a des intermédiaires qui se font des marges. Mais Oui, quand d'accord. vous allez sur les côtes, vous mangez un super poisson, pas cher du tout. Hein. Ouais. Le pêcheur, il est pas très très bien payé. Hein. C'est lui qui a le moins de marge sur l'ensemble du poisson. Mais on peut aussi, le thon tropical, qui aujourd'hui est pêché avec ces grands filets, pareil, hein, on appelle des seines, c'est des grands filets qui attrapent tout. Ce même poisson peut être aussi attrapé à la ligne. Donc on peut aussi, c'est pour ça que l'approche flottille par flottille, c'est vraiment pas idiot. Si on dit, on regarde à la ligne, on en pêchera moins, donc forcément, mais non, on il peut sera en plus pêcher rare. énormément, ils mettent de l'appât vivant, puis alors ils s'attrapent comme ça. Hein. Ok. Pour vous, c'est bon. Oui. Ok, on va avancer sur les solutions. Oui, alors on a reçu une question de John qui demande si l'élevage dans les années à venir sera nécessaire pour lutter contre la raréfaction des espèces. Bah oui, c'est forcément une des solutions à laquelle on pense. Alors, c'est beaucoup moins simple que ça, parce que lorsque les consommateurs posent cette question-là, ils pensent généralement à l'élevage tel qu'ils le connaissent, c'est-à-dire le saumon, le bar d'élevage, le bar se fait aussi en élevage, le flétan, la dorade, etc. Tous ces poissons-là sont des poissons piscivores, c'est-à-dire que si vous voulez les élever, vous devez leur donner à manger des poissons. Ou plus exactement, ce qu'on fait actuellement, c'est de la farine de poisson. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des flottilles industrielles qui actuellement vont en mer pour pêcher du poisson et pour le transformer en farine de poisson. Du poisson qui n'est pas consommable. Mais bien sûr que si, du l'être humain, poisson qui est parfaitement consommable. Non, pas les poissons, mais par les êtres humains. Mais qui serait parfaitement consommable par les êtres humains. Donc, cette forme-là d'aquaculture, en réalité, aggrave le problème. Plus C'est vous la forme développez... majoritaire? Non, c'est une forme minoritaire à l'échelle mondiale. Mais c'est la forme majoritaire en Europe, et c'est la forme majoritaire dans la consommation que nous avons, nous, en Europe. Il faut combien de kilos de poisson pour un kilo de poisson? Dans la nature, au départ, le chiffre est en gros d'1 sur 10.
D'accord. C'est-à-dire, En élevage, on arrive, c'est-à-dire il faut 10 kilos, 10 kilos de petits poissons mangés par un gros poisson pour faire avoir voilà. 1 kilo de poisson. En élevage, on arrive à faire beaucoup mieux. On est plutôt autour actuellement de taux de conversion qui sont de l'ordre autour de 2, 3 selon les cas. Donc on fait beaucoup mieux, mais il reste que chaque fois que vous mangez un saumon, vous aggravez les problèmes de surpêche à l'échelle mondiale. Donc de ce point de vue-là, non, cette forme d'aquaculture-là, en tout cas, n'est pas une solution à la surpêche. On ferait bien mieux de considérer que les ressources, les protéines tirées de la mer par la pêche sont un bien précieux qui doit être destiné prioritairement à l'alimentation des humains plutôt qu'à l'alimentation des saumons. D'accord, mais au niveau de l'Europe, par exemple, on nous dit aussi, je crois qu'il y a des programmes pour 2020, des programmes pour développer l'aquaculture. Eh bien, je crains que ça aggrave les problèmes de surpêche, sinon en Europe, du moins dans le monde. D'accord. Les Chinois, eux, font cultivent ou voilà, élèvent des poissons omnivores, Les non Chinois, en Asie en général, mais notamment les Chinois, effectivement, élèvent tout à fait d'autres poissons en aquaculture qui sont des poissons herbivores, la carpe chinoise, le tilapia, etc. Oui. Très bon, ceux-là, le consommateur européen... Ils ont des bonnes sauces, oui. Des pays mettent plein de sauces, c'est hyper piquant. Peut-être cette forme-là est peut-être une forme d'aquaculture qui peut être durable et qui doit se développer. Ceci dit, même en admettant que cette aquaculture-là se développe, en admettant qu'elle contribue à des objectifs de sécurité alimentaire, je prétends que ceci ne nous exonère pas de la nécessité de bien gérer les ressources de la pêche. On pourrait décider de ne plus du tout pêcher, mais moi je pense que ça serait une catastrophe. Il vaut bien mieux que la mer soit considérée comme un écosystème sain, productif, dont nous tirons une partie de notre alimentation. Je pense que être dans la nature, en interaction avec la nature, en ayant une pêche durable, c'est profondément écologique. Et puis peut-être qu'on peut consommer un peu différemment. Enfin, Oui, je veux dire, on va y venir, je crois. On va laisser poser à un moment donné, ça pose quand même la question de savoir est-ce qu'on a besoin de se gaver de protéines animales du matin au soir. Enfin, c'est quand même ahurissant de manger autant d'animaux. Justement, Anaïs. Justement, les internautes se sont beaucoup posé des questions sur la manière de consommer. Et en particulier, Charles nous a demandé quels poissons consommer pour préserver la biodiversité marine. Et Jean-Baptiste demande à quand un outil simple et facile d'utilisation pour aider les consommateurs à s'y retrouver. Alors, nous, on pense que l'approche par poisson, elle est quand même un peu compliquée parce que, comme le disait au début d'émission Didier Gasquel, les stocks, il n'y a finalement pas tant d'espèces que ça qui se portent si bien, enfin en tout cas quand on regarde les volumes. Donc au lieu de regarder quelles sont les espèces qui se portent bien, il vaut mieux regarder pour nous les méthodes de pêche et d'où elles viennent. Donc si on peut manger français, moi je trouve que c'est mieux, ça fait un circuit qui est plus court. Et si on peut utiliser et privilégier des méthodes de pêche qui sont douces pour l'environnement, du coup il y a moins de casse. Donc au moins dans l'assiette, on n'a pas mauvaise conscience de se dire qu'on a... et ça existe aujourd'hui, on devait aussi avoir quelqu'un de chez Poiscaille avec nous, c'est super comme association. Voilà. C'est-à-dire que je peux commander mon panier ou mon casier. En fait, régulièrement, vertueuse. C'est de la pêche vertueuse. Ouais. On sait exactement qui a pêché, on vous l'amène. Et ce qui est important, ces pêcheurs-là arrivent, d'après ce qui est écrit sur le site, à avoir des revenus 20% à peu près supérieurs à d'autres. Et oui, parce qu'ils ont évidemment, ils ont quand même supprimé une partie des intermédiaires, donc la marge leur revient plus à eux. Oui, alors, moi, je trouve ce genre de commercialisation très intéressante. C'est plus un problème de justice de rémunération du pêcheur. Il n'y a pas que cette façon-là d'avoir du poisson durable. Voilà. Je pense que les conseils qu'on peut donner aux consommateurs, pour moi, il y en a 3. Le premier, Claire Nouvion l'a dit, il vaut mieux consommer local. C'est vrai pour le poisson, comme pour beaucoup d'autres produits. Tout ce qui consiste à transporter du poisson, alors en avion frigorifique ou même en camion frigorifique, écologiquement, c'est pas bon. 2, consommer plutôt des petites espèces. Des sardines, des harengs, des anchois, des maquereaux. Ces espèces-là ont un turnover plus rapide, sont plus difficiles, on va dire, à surexploiter. Donc globalement, elles se portent plutôt mieux. Et puis à l'inverse, lorsque le consommateur veut consommer des grandes espèces, le conseil que moi je lui donne, c'est manger des gros poissons. C'est-à-dire que si vous voulez manger une fois de temps en temps pour faire fête une morue, n'achetez pas une petite morue, achetez une darte de morue, prenez un gros spécimen. Parce que vous inciterez les pêcheurs à pêcher préférentiellement les gros poissons, et on sait que ceci aura moins d'impact sur les stocks, moins d'impact sur les écosystèmes, et ce sera plus durable. Donc voilà, mangez les petites espèces, et si vous voulez de temps en temps manger une grosse espèce, alors prenez le gros spécimen. Et Claire disait des poissons bien pêchés, mais comment je sais s'il est bien pêché? Parce que maintenant, l'étiquetage est obligatoire sur les méthodes de pêche. On est obligé de vous dire avec quelle méthode de pêche le poisson a été attrapé.
Donc on peut choisir la méthode de pêche qui nous convient éthiquement, écologiquement. Je veux bien revenir sur le chalut parce que c'est une question très importante. En Europe, et c'est probablement une particularité dans le monde, à peu près 80% du poisson est pêché au chalut. Donc dire aujourd'hui je ne pêche plus au chalut, c'est quelque chose qui est tout à fait irréaliste. Sauf si vous avez plus de petits pêcheurs. C'est-à-dire que si Sauf les pêcheurs... Attendez, des consommateurs qui envoient le signal qu'ils veulent d'autres méthodes. Je vais au bout. Si vous voulez que les pêcheurs à la fois respectent des quotas de pêche, qu'on essaye d'augmenter les maillages, qu'on essaye, etc., vous pouvez pas en plus en rajouter par-dessus ça, etc. Bon, après, est-ce que le chalut, c'est une bonne idée? Moi, je dis le chalut, c'est à peu près comme l'automobile. C'est-à-dire que tout le monde l'utilise, tout le monde sait que c'est très mauvais, tout le monde sait qu'il faudra probablement en sortir un jour, mais on ne va pas le faire du jour au lendemain. Alors le chalut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord l'interdire là. On interdit la bagnole dans les zones de réserve. Il faut interdire le chalut aujourd'hui dans les zones fragiles, dans les écosystèmes vulnérables. Il faut travailler à des chaluts moins impactants. Et il faut commencer à réfléchir à long terme. Eh bien oui, probablement, il faut investir. Il faut plutôt subventionner de la pêche à la ligne, de la pêche au casier, de la pêche, etc. Mais voilà, on ne va pas faire... Claire Nouvian ne demande pas à Intermarché d'arrêter demain matin la pêche profonde. On ne va pas arrêter demain matin le chalut. Malheureusement, c'est un chantier de très long terme. Ne vont pas, malheureusement, même s'ils se mettent tous à consommer en fonction de l'étiquette, malheureusement, ils ne vont pas impulser le marché français vers l'arrêt du chalut. Donc on est quand même loin du compte, malheureusement. Une dernière question. Oui, alors pour aider un peu les consommateurs, on a une question dans le public de Guillaume qui se pose des questions sur les labels. Oui, est-ce que comme dans l'agriculture, c'est quelque chose qui existe, qui tend à se développer? Est-ce que c'est un axe de solution? Que ce soit le label sur l'origine du poisson et la technique de pêche, par exemple. Oui, alors les labels, c'est vraiment une très bonne question. Parce que là, sur le poisson, on a vu apparaître, mais tout et n'importe quoi. C'est la jungle. Ils ont tous des poissons bleus, ils ont tous l'air vraiment sympas, et tout a l'air soit durable, soit responsable, soit le pêcheur responsable, soit la pêche est responsable. Il y a de tout. Hein. Et du coup, on est en train de regarder cette question-là. Bah oui, et on a regardé qui avait un cahier des charges, par exemple. Parce que ça commence, c'est le b.a.-ba. Hein. Enfin, si vous mettez un label sur un paquet et que nous, en tant que consommateurs, gentiment, avec notre caddie, on va acheter en se disant bonne conscience, je prends ce poisson-là, il faut au moins que le cahier des charges soit disponible. Eh bien, la plupart n'ont même pas de cahier des charges disponible. Donc, en gros, il y a un ou deux labels qui sont à peu près sérieux avec un cahier des charges. Alors, comment on les voit? Le MSC, Marine Stewardship Council. MSC, on le voit sur les paquets de Findus, par exemple. Ouais. Et c'est un label qui dit quoi? Qui déjà certifie 10% des pêcheries mondiales. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait déjà du poisson qui est certifié. Et il dit, en fait, il est transparent. Donc, on peut évaluer s'il est bon ou pas bon. Et donc, on est en train de regarder. Et nous, on a un petit problème quand même avec ce label. Parce qu'en gros, le MSC, ils disent... Le chalut, c'est pas un souci. Donc, ils ont mis des labels de pêche durable sur toute la pêche industrielle ou chalut dans le monde. Vous dites il est bien quand même? Non, je dis qu'il est évaluable, il est sérieux. Non, c'est pour ça que je ne veux pas jeter. C'est le plus sérieux de tous. Et au moins, il est évaluable, il est totalement transparent. Et moi, il me dit quoi, moi? Moi, il vous dit que si vous pensez... En fait, il dit que le poisson est bon, bien pêché. Il vous dit que si vous pensez... Attends, il vous dit que si vous pensez manger durablement du poisson en achetant du MSC, là, malheureusement, il y a une chance, pas sur deux, mais il y a quand même une chance que vous vous trompiez. Alors, c'est un label de quoi? Donc, c'est un label qui doit faire son petit travail de nettoyage, parce qu'ils ne sont pas tout à fait au top, ils devraient être au top. Et donc, sur certaines espèces, ils ont des espèces qui sont bien gérées, et donc il dit que au moins le stock est bien géré. Mais par contre, il vous dit... C'est un label qui garantit que le stock dont est issu le poisson n'est pas surexploité. D'accord. Fondamentalement, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est déjà important. Ouais. Et en principe, il regarde deux autres choses. C'est que les impacts sur les écosystèmes sont plutôt faibles. Alors effectivement, la question du chalut fait débat. Et d'autre part, qu'il y a un vrai système de gestion. C'est-à-dire que si tout d'un coup le stock devenait surexploité, eh bien, il y a un système de gestion en place qui est là et qui devrait permettre de réagir, de prendre les mesures. Donc, il y a une gouvernance minimale appliquée sur ce stock. Donc, effectivement, c'est aujourd'hui le seul réellement reconnu au niveau mondial. Il y a pas de label pour la pêche artisanale? Alors, attention, par exemple, le MSC ne vous dit effectivement rien du côté de l'économique et du social de la pêcherie. Il ne vous dit rien non plus du côté du local. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du MSC qui est importé depuis l'autre bout du monde en avion frigorifique avec des bilans écologiques tout à fait catastrophiques. Donc voilà, c'est qu'une
partie de la solution, et même, je dirais, une toute petite partie de la solution. Pour moi, l'intérêt des labels, c'est une espèce de pétition que signent les consommateurs. C'est-à-dire que quand ils achètent du poisson labellisé, ils signifient « je veux une pêche plus durable ». Mais si on veut vraiment une pêche plus durable, la solution, elle est dans les décisions politiques que doivent prendre les décideurs pour mettre en place réellement une bonne gestion des pêches. Alors, les décideurs ou justement la grande distribution, parce que typiquement 75% de nos achats de poissons se font quand même en grande distribution. Hein. Et donc si la grande distribution se positionnait sur justement distinguer ne serait-ce que la pêche artisanale, les méthodes de pêche, etc., on pourrait commencer à avoir quelque chose. Mais eux, ils ont fait des deals avec le MSC. Donc en général, quand on arrive chez Carrefour, c'est du MSC, en veux-tu, en voilà. Alors il y a du MSC partout, mais ça ne nous dit pas que la pêche est forcément durable. Ça veut dire qu'on a dit aux pêcheurs que même si c'était pas génial, il fallait qu'ils fassent mieux. Voilà ce que ça veut dire. Et que le stock, en effet, n'est pas surexploité. Mais il y a un label qui s'appelle artisanal, artisanal avec un Y et non pas avec un I. Et là, c'est de la pêche, que des petits bateaux de pêche, que des méthodes douces, etc. Mais la grande distribution ne veut pas encore s'approvisionner en label artisanal avec un Y. Donc vous voyez qu'il y a quand même la grande distribution, elle veut du gros volume, pas cher, pas forcément bien pêché. Donc ils sont quand même comme ça avec la pêche industrielle, en gros. C'est un peu notre problème. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci aux questions du public, merci aux questions des internautes. On se retrouve très bientôt et je vous renvoie à notre dossier sur la biodiversité. Ciao!